Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Et si on remontait le temps, si on feuilletait les pages d'un livre vieux de 400 ans, c'est Le Trésor, découvert par Vanina Chirinsky-Chikmatov. Ce soir, rencontre avec l'Indiana Jones de la Bibliothèque patrimoniale Fesch. Elle est notre invitée. Quel secret renferme le Thesaurus Hieroglyphicorum? C'est le premier livre d'égyptologie et c'est Vanina qui va répondre. L'art comme mode d'intégration, c'est un débat que nous aurons avec Céline Prévost. Enfin, de la mafia aux galeries d'art, portrait de Gaspare Mutolo par Marie-Jo Arriguilandini. Bonsoir Vanina, bienvenue au rendez-vous. Bonsoir Je suis Célia. ravie de vous accueillir. Merci. Ma chère Vanina, vous êtes chargée de mission à la conservation et à la restauration de la bibliothèque patrimoniale Fesch d'Ajaccio. Depuis combien de temps maintenant ? 2 ans, exactement, même si j'ai commencé de façon officieuse presque 1 an et demi, 2 ans encore auparavant. C'est un lieu qui vous était déjà familier. Tout à fait. Donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous étiez en train d'arpenter les rangées de la bibliothèque quand soudain, la lumière. J'exagère à peine. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Écoutez, effectivement, comme vous le dites très justement, je fouinais un peu à la recherche de trésors, parce que malgré tout, les livres anciens, ce sont des trésors. Et j'ai un peu trouvé le Graal ce jour-là, je dois avouer. Voilà, c'est exactement comme dans Indiana Jones et la dernière croisade. J'ai pris ce livre qui était effectivement, alors je l'ai déjà dit dans plusieurs médias, coincé entre le bottin ou Corse et puis un roman de gare. Et vraiment plié en deux, à moitié roulé. Et quand je l'ai ouvert, vous savez, quand vous avez tout d'un coup le coup de foudre, enfin, il y a un truc qui s'éveille en vous et vous dites c'est ça, ce truc, il a quelque chose en plus. Alors, Indiana Jones, c'est vraiment votre surnom. Oui, étonnamment, bizarrement, pour de multiples raisons, c'est mon surnom. Voilà, la municipalité souvent me renvoie les messages en disant « Cher Indy, qu'est-ce que vous avez trouvé ces derniers temps ?» Qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui ? Et je signe Indy, effectivement. Alors, je vais vous laisser le dire, le Thesaurus. Thesaurus Hieroglyphicorum, ce qui veut en fait dire le recueil de hiéroglyphes, en fait, tout ce qui rassemble le domaine des hiéroglyphes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce livre ? De quoi s'agit-il ? Alors c'est un peu moi qui me suis permise de dire que c'était sans doute le premier livre d'égyptologie, mais j'ai eu l'accord du directeur de la mission italienne en Égypte qui a dit qu'effectivement on pouvait tout à fait le qualifier de premier livre d'égyptologie. C'est un recueil de gravures, donc notre exemplaire à Ajaccio contient 29 pages, il date de 1610 et vous avez donc des planches qui représentent des tas de monuments, d'obélisques ou d'objets ayant appartenu à des collectionneurs privés de l'époque qui contiennent effectivement donc des hiéroglyphes. Alors vous l'avez dit, il était conservé dans des conditions déplorables. C'est ni répertorié, ni conservé. Certaines pages étaient un peu déchirées, voire certains avec des lacunes. Enfin, j'ai l'impression qu'on avait essayé d'essuyer le sol avec, un peu. Et pourtant, malgré tout, il est dans une assez bonne... assez bon état ? Oui, un assez bon état, mais bon, on va dire que ça aurait pu être pire. Mais il a eu chaud, on va dire. Il a traversé les âges. Quelle valeur aujourd'hui il a cet ouvrage ? Valeur historique et puis valeur financière. Alors, je dirais qu'au niveau historique, il est inestimable, vraiment. Pour le simple et bonne raison, c'est qu'il n'y en a que 7 au monde de répertoriés. Il y en a 2 en France répertoriés. Nous avons, nous en Corse, donc le 3e, on va dire. Après, vous en avez d'autres à travers le monde qui ne sont pas répertoriés. Je n'ai pas retrouvé les autres. Et puis, d'autre part, il y a aussi une autre chose, il faut savoir, le nôtre. Il a appartenu à Monsieur de Colbert, le ministre de Louis XIV. Donc, il est encore plus exceptionnel. C'est un véritable trésor. C'est un véritable trésor. Après, au niveau financier, il est inestimable pour la simple et bonne raison, c'est que cela fait plus de 50 ans qu'il n'est pas sorti en salle de vente. Et bien malin qu'il le ferait sortir en salle de vente, il atterrirait sans doute très rapidement entre les mains de la justice, parce que ce serait un peu trouble. Voilà, un livre d'une telle valeur et si rare, en salle de vente, ça voudrait dire qu'il a fait partie d'un trafic. Donc impossible à vendre. Non, impossible à vendre. Alors il aurait pu ne jamais être retrouvé et finir dévoré par les mythes, ça aurait été bien triste. Heureusement, il aura une toute autre destinée. Ce livre, que va-t-il désormais advenir de lui ? Alors ce livre, vous le dites très justement, surtout a commencé à être grignoté, en tout cas sa couverture, par les rats. Déjà, il a fait de nombreux stages dans des greniers et autre chose. Et puis, sa destinée va être d'être exposée en 2020 lors d'une grande exposition que nous organisons et aussi en partenariat, il faut le dire, avec le musée Fesch, c'est aussi une première. Et tout cela en partie mené et chapeauté en collaboration avec le directeur de la mission italienne à Luxor, M. Francesco Tieradritti. Je pense que vous avez eu le privilège de le rencontrer. Et le plaisir. Donc, c'est l'énorme projet futur de le présenter dans les meilleures conditions. Il sera restauré.
prêt. La restauration est en cours. Elle est offerte par le restaurateur Monsieur Simone et Martine et qui nous offre ça gratuitement parce que c'est un livre exceptionnel et donc le public pourra enfin le voir en 2020. Alors vous parlez de Francesco Tiradrit, c'est vrai qu'il y a une sorte d'émulation autour de ce livre. Tout à fait. C'est-à-dire que même pour le monde de l'égyptologie, pour le monde de l'archéologie, c'est un événement. C'est un événement. Il faut savoir que Champollion a fait référence, s'est servi de ce livre en première référence. Après, c'est aussi un livre mystérieux. Il s'avère qu'il y a des annotations, des chiffres, des lettres qui sont un langage codé. Donc il va falloir qu'on décode tout ça parce qu'il est aussi à la base de certaines loges maçonniques à caractère égyptien, qui ont été créées après la campagne d'Égypte de Napoléon. Donc tout ça, c'est presque une enquête un peu énigmatique et mystérieuse entre la Dan Brown et la Sherlock Holmes, on va dire. On compte sur vous, Indiana Jones. Alors, il n'était pas seul, ce livre, parmi les découvertes. Il y avait également des lettres écrites par qui, selon vous? Alors, c'est à nouveau un coup de chance et la main heureuse. Voilà. Eh bien, dans les archives de la bibliothèque et dans les archives administratives, au milieu des prospectus des années 90, un soir, je ne sais pas, il y a une petite chose qui m'a poussée à aller mettre mon nez là-dedans. Et il y avait un lot de lettres, une vingtaine de lettres de la famille impériale, de l'empereur, donc Madame Mère, son père, les sœurs, et puis surtout les deux femmes principales de Napoléon, Marie-Louise et puis Joséphine. Et puis on avait aussi des comptes rendus de guerre signés de la main de l'empereur. Donc encore une découverte inestimable. Une découverte inestimable, mais j'en ai fait bien d'autres encore, dont j'ai un peu parlé et d'autres dont je n'ai pas parlé. Je vous appellerai si je perds quelque chose à la maison. Alors, l'objectif désormais pour vous, c'est faire en sorte que ces trésors soient étudiés, restitués au grand public. Il ne faut plus qu'ils prennent la poussière, c'est terminé. Alors, ça, c'est vraiment une démarche que nous avons avec la direction actuelle, donc Madame Perrier, qui est donc la nouvelle directrice qui gère justement les médiathèques et la bibliothèque patrimoniale. On est extrêmement complémentaires. C'est une femme très, très dynamique. Et nous avons une volonté commune d'exposer enfin ces trésors dans les meilleures conditions, et pas n'importe comment, pas à la foire, je ne sais pas quoi, la saucisse, par exemple, au public. Parce que l'idée, c'est le patrimoine corse, c'est le patrimoine ajaxien, mais là, on est quand même sur du patrimoine mondial, international. C'est le fait de le partager avec le plus grand nombre. La culture, ça se partage? Ah mais c'est fait pour, ce n'est que ça. Alors, on n'est pas tous égaux, forcément, face à l'art. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que certains ont les clés, d'autres pas? Eh bien, écoutez, je ne dirais pas ça, puisque j'ai enseigné la peinture et le dessin en maison d'arrêt pendant 7 ans à des personnes qui, a priori, n'étaient absolument pas appelées à ce genre d'exercice et qui se sont découverts des dons. Je me suis aussi occupée de jeunes à la FALEP, donc en rupture scolaire et familiale, et ils se sont aussi découverts un don, et à travers ce don, ils se sont surtout retrouvés dans une valorisation et une amélioration du regard sur eux-mêmes. Et si l'art devenait un mode d'intégration, je vous propose d'en parler avec Céline Prévost. Elle nous attend côté salon, c'est la rencontre. Suivez-moi. Céline, bonsoir, bienvenue, vous nous attendiez. Bonsoir Célia, oui. Ça n'a pas été trop longue? Je vous ai écouté attentivement. Alors, est-ce que vous vous connaissez? Oui, nous avons la chance de nous connaître. Et j'ai collaboré déjà donc avec Céline régulièrement pour surtout des stages. En fait, j'anime aussi des stages dans l'Luminure. J'ai plusieurs casquettes. Tout le monde va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle a 36 000 casquettes. Vous êtes polyvalente. Je suis polyvalente. J'ai une longue formation en art et en histoire de l'art et en graphisme et en restauration. Donc finalement, oui, j'ai plusieurs casquettes. Donc Céline m'a fait le plaisir et l'honneur de m'accueillir à la médiathèque de l'Empereur. Et donc voilà. Oui. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Céline, vous êtes responsable donc de la médiathèque des Jardins de l'Empereur. C'est un lieu qui a été inauguré il y a environ 18 mois dans un quartier populaire. Quel est le bilan au bout de ces 18 mois? Alors le bilan est plutôt positif. On comptabilise de nombreux inscrits. La fréquentation de la médiathèque est en hausse constante. Et les publics sont mixtes. C'est-à-dire qu'on a un public du secteur, hein, les habitants du Jardin de l'Empereur, c'est vraiment approprié la structure, l'espace, et aussi des publics venant de quartiers, d'autres quartiers de la ville, ce qui crée une certaine émulation et qui permet aussi de favoriser une mixité sociale qui permet aux habitants de pouvoir faire des rencontres, d'échanger avec des personnes qu'ils n'auraient pas forcément rencontrées dans leur quotidien. Voilà. Donc le public est au rendez-vous. Mesdames, oui. C'est Jacques Land en 81, alors ministre de la Culture, qui disait à la tribune de l'Assemblée nationale « Tout est culture ». Tous les Français, et non seulement une classe sociale, ont droit à la
culture. On en est où aujourd'hui, justement? Est-ce que tout le monde a accès de la même façon à la culture ou pas? Écoutez, je pense que tous les outils, et Céline en est justement la preuve absolue, parce que pour avoir été travaillée chez elle, les outils sont proposés, sont extrêmement variés, atteignent toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge. Donc on n'a pas d'excuse, je pense, aujourd'hui pour dire je n'ai pas accès à la culture. Après, c'est aussi la façon dont on présente la culture. C'est ça aussi peut-être le problème. Et je pense que justement, la mission de Céline, c'est de montrer que la culture n'est pas quelque chose qui est fait pour une élite. Justement, vous avez un point commun, toutes les deux, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la passion de la peinture, des enluminures pour vous, Vanina, la littérature pour vous, Céline. Et ce sont des passions que vous avez choisi de transmettre, pas forcément à un public averti, mais plutôt à ce qu'on appelle un public sensible. Oui, alors la passion, je pense elle se transmet spontanément. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la volonté de la transmettre. C'est dans la façon d'en parler, la façon de le vivre et de partager. C'est vraiment le mot-clé, c'est le partage. Quand on partage, voilà, quand on est réellement passionné, on partage sa passion et du coup, on arrive à faire adhérer un public qui n'était pas forcément effectivement sensibilisé ou à la littérature, ou à l'écriture, ou à la poésie, puisqu'il y a différentes formes d'art. Alors la littérature déjà on a quelques sous-domaines, mais voilà, nous on a la chance de pouvoir proposer des ateliers divers et variés, de la peinture, les enluminures, la calligraphie. On essaye de faire connaître et d'initier notre public à toute forme d'art. Voilà. L'envie est là. L'envie est là, la volonté. Mais je pense qu'au-delà de ce qu'on transmet par le biais de nos passions c'est une contagion, hein. C'est presque une contagion en fait. C'est aussi l'envie de partager, de communiquer. Van Gogh disait évidemment l'art le plus... ce qui est le plus artistique, ce qui est vraiment le plus artistique, c'est d'aimer les gens. Et c'est ça, mais c'est exactement ça, c'est le secret. Oui, on a une passion, on la transmet, mais si on n'aime pas les gens, voilà, il n'y a pas de transmission, ça ne marche pas. Il faut être spontané, il faut être bienveillant et sans a priori. Et quand on arrive à ça, je pense que tout se fait naturellement et dans les meilleures conditions. C'est là où il se passe quelque chose. Tout à fait. Vous en avez parlé tout à l'heure, Vanina, vous êtes intervenue dans les prisons donc pour faire de la sensibilisation auprès des détenus. Comment est-ce qu'on fait entrer l'art dans les prisons et comment ça peut devenir un facteur de réinsertion ? Au départ, c'est une vaste blague, parce que quand je suis rentrée à la maison d'arrêt, tout le monde a ricané en disant « oui, c'est encore un sérarien qui rentre là-dedans ». C'est dur ce que vous dites. Eh ben, c'est la vérité, c'est exactement comme ça qu'au départ j'ai été accueillie, autant parce que on peut pas dire que ça avait une action très forte jusqu'à présent. Après, c'est exactement ce que dit Céline, quand on aime l'humain et qu'on n'est pas là pour le juger. Moi, je venais en tant que juste intervenante. La justice faisait son travail et c'est tout. Je n'avais pas à juger les gens. Voilà. Et du coup, la passion, elle est là. On est là pour 2 heures d'évasion, pour le coup, vraiment. Parce que je leur disais. Et puis, c'était culotté. J'arrivais. Et puis, il y avait aussi. Enfin bon, mon franc-parler commence un peu. On commence un peu à le connaître, on va dire. Donc, le franc-parler, je l'avais aussi là-bas. Le fait d'être une femme aussi. C'est un autre rapport. Ce n'est pas du tout dans un rapport de séduction. C'est au contraire dans un rapport de copain, en même temps pas de copain, il y a un côté un peu maman, et puis il y a la passion. Il y a des gens qui venaient juste pour passer 2 heures, surtout pas toucher un crayon. Moi, je toucherais pas un crayon, c'est pas mon truc. Et puis finalement, ils voyaient que les autres crayonnaient un peu, et on faisait des projets pour les familles. On montrait qu'on faisait un cadeau pour leurs enfants, leurs petites amies, etc. Et la parole se libère pendant qu'on dessine. Ils se trouvent face à une personne qui ne juge pas. Je suis un coffre-fort de secrets et de tas de choses et tout d'un coup du coup ils créent des choses extraordinaires, ils se découvrent un don. Moi je leur disais toujours, je suis un jardinier, vous êtes un jardin en devenir. Au milieu de votre jardin il y a un autre jardinier qui sommeille, mon intérêt c'est de le faire sortir, le faire vivre, ensuite vous êtes tout seul. On donne du sens. On donne du sens, on donne de la valeur à la personne, on lui montre qu'il a une autre valeur parce que jusqu'à présent il n'a été que dévalorisé. Alors Vanina, côté prison, côté quartier, ça fait écho dans ce que j'entends de Vanina, de la bouche de Vanina. Alors nous, on n'est pas du tout dans un milieu carcéral, loin de là, mais quelque part, on a un public. Alors on reçoit tout public, on est d'accord, mais on a pu accueillir des jeunes en décrochage scolaire ou en difficulté ou qui avaient effectivement fait quelques stages. Bon. Voilà, mais ces jeunes-là, quand on leur propose des stages dans les milieux de calligraphie, au départ, ils nous regardent, déjà, il faut leur expliquer. Mais ça va pas,
c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Déjà, c'est révélateur. Mais si, justement. Et quand on arrive à les persuader d'essayer, au moins d'essayer, hein, on force personne. Souvent, il y a des révélations. Maintenant, j'ai une liste d'attente pour les stages en luminure de Vanina. C'est ça qui est génial, c'est qu'il derrière, il y a le succès de ce coup de poker un petit peu, de ce pari un peu fou, de proposer des choses qui ne font pas forcément partie du quotidien de certaines personnes, en fait, et qu'il devient. Et c'est ça qui est important, c'est sensibiliser, je pense, dès le plus jeune âge. Donc c'est pour ça qu'on a un partenariat, on travaille en collaboration étroite avec les écoles maternelles et primaires, du secteur et autres d'ailleurs, puisque on travaille cette année avec la Résidence des Îles. Et on sensibilise les enfants dès leur plus jeune âge aux livres et à toute autre forme d'art. C'est aussi faire en sorte que plus tard, ils ne regardent pas les bibliothèques ou médiathèques comme le temple du savoir, réservé à une élite. Non. Les médiathèques, les bibliothèques sont ouvertes à tous, accessibles à tous. Et c'est ça qui est important, c'est important de le souligner. Il est important que les enfants le sachent dès le départ. Voilà. C'est pas un lieu qui leur est interdit. Non, au contraire. Vous en parlez avec beaucoup de passion. Oui. Alors, à l'instar de Vanina, hein, oui. Quand vous avez proposé le projet, vous étiez dans un domaine assez différent. Je cite, on vous a traité de folle. Personne n'y croyait. C'est un peu carrément. C'est pas complètement faux. On m'a dit que c'était un pari osé. Certaines personnes, voire même de mon entourage, hein, je parle pas du milieu professionnel, pas du tout. On comprenait pas pourquoi. Non, alors bon, déjà il y a eu un changement de carrière. Qui était voulu, hein, qui était vraiment souhaité depuis un petit moment. Et donc ça a été vraiment pour moi une opportunité formidable, fantastique. Quand on m'a parlé de médiathèque, j'ai dit c'est pas possible, c'est mon rêve qui se réalisait. Mais dans un quartier populaire, alors qu'il existe déjà deux médiathèques, hein, Ajaccio, installées dans des quartiers populaires comme les Cannes et Saint-Jean, pour ne citer qu'elles, et qui des structures qui fonctionnent très bien, voilà. Et on m'a dit quand même l'empereur, parce que le quartier a une image... Mauvaise image. Complètement, je pense. Ah oui, totalement. Je peux le dire et aussi. Et au contraire, la médiathèque, on me dit, mais une médiathèque, est-ce que tu penses que ça va marcher? Voilà, pour les plus modérés, est-ce que tu penses que ça va marcher? J'ai dit, j'en suis sûre. Non seulement ça va marcher, mais les habitants l'attendaient. C'est-à-dire que ce projet a été décidé en concertation avec les habitants, notamment avec le conseil citoyen du quartier. Donc, quelque part, cet espace culturel était un espace attendu. Et c'est devenu la médiathèque troisième lieu, comme on en entend parler depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a l'école, il y a le travail, il y a la maison et il y a la médiathèque. Donc c'est quand même, voilà. Soyez curieux, allez-y, il ne faut pas avoir d'a priori. Mesdames, je vous propose de découvrir le portrait d'un artiste qui est passionné. Il s'appelle Yann Le Borgne, vous devez le connaître. Il est merveilleux, oui, bien sûr. Et bien, il s'est confié à Serge Bonavit, CELI TV du RDV. Yann Le Borgne est né à Ajaccio. Ajaccio, natural born. Yes, it is. Rencontre avec la musique assez tôt, à l'école de musique municipale, ici à Ajaccio. Le saxophone à partir de 9 ans. J'ai arrêté à 15-16 ans quand j'ai découvert le rock'n'roll. J'ai toujours chanté après. Le saxophone, tu t'es pas attaqué à l'instrument le plus simple, on dira. Non, mais comme j'ai choisi ça dans les années 80, c'était le saxophone, quoi. C'était l'instrument maître de tous les solos de variété des années 80. Supertramp, même Goldman, même en variété française. Il y avait vraiment du saxophone partout. Il y a du jazz, il y a du funk, il y a de la soul, il y a de l'afrobeat, il y a de l'électro, il y a de la pop, il y a de la folk, je l'ai peut-être déjà dit. Il y a énormément de choses. Et c'est de mélanger tout ça. On n'essaie pas de se cantonner à un genre, tout est permis. J'aime bien le partage, ça c'est des choses que j'ai approchées depuis que je suis à l'étrange atelier, de vivre avec d'autres artistes et d'échanger beaucoup sur l'art, sur notre vision des choses et même au niveau technique pur, j'aime énormément ça. Attends, j'essaie de penser à quelqu'un que j'aime pas. Il y a des choses que personne n'aime, la méchanceté, l'égoïsme, la colère.
la haine de manière globale. Ça me rebute un peu. Un pandarou. Tiens donc. Ouais, c'est l'animal. En fait, dans la première, les 3 premiers spectacles de Grizzly, on avait chaque musicien un animal totem qui est représenté à l'image, et le mien était le pandarou. Et puis après, c'est un animal comme beaucoup en voie d'extinction, voilà. Et puis ça a trop la classe, un pandarou. Je travaille en Corse, et j'ai du travail en Corse. Ça fait des années que tout le monde me dit, en tant qu'artiste, « Ah, tu devrais aller essayer sur Paris et machin. » Puis j'ai fait les tests avec la musique et tout ça. « Tu devrais aller essayer de bosser ailleurs, nanana, il y a du travail et tout. » En fin de compte, ici, à faire ce qu'on fait, on n'est pas si nombreux que ça. Quand ça se tire pas trop dans les pattes, c'est plutôt très agréable de rencontrer des gens ici. Et je pense que ces dernières années, il y a une sacrée émergence de plein de trucs. Puis on se rend compte petit à petit. Là, cette année, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas. Puis sur toute l'île, pas que sur Ajaccio. Day at the Race de Queen. Je pense que je peux l'écouter en boucle tout le temps. Puis il y a tellement de choses à écouter dans Queen que du coup... On coupe, on est bon. Mesdames, nous parlions d'art dans les prisons comme mode d'intégration tout à l'heure, voire de réinsertion. C'est le cas de Gaspare Muttolo. De la mafia aux galeries d'art, c'est un portrait qui est dépeint par Marie-Jo Harry-Guilandine qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Marie-Jo. Parlez-nous de ce peintre particulier. Très particulier en effet, mais vous allez voir que ça ne sert pas à rien, si jamais il y avait encore quelqu'un qui avait des doutes, d'intervenir en milieu carcéral et de parler d'art. Gaspare Muttolo, c'était un condamné qui est donc devenu peintre, mais ce n'était pas un condamné lambda quand même. C'était un ancien trafiquant de drogue, assassin, organisateur d'enlèvement de la mafia. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même un très très lourd passé. Vraiment. Et c'est quand il est en train de purger en fait une peine dans une prison de haute sécurité à Florence qu'il découvre, là, les jours évidemment n'en finissent pas, et il découvre qu'un autre détenu s'adonne à la peinture, ça l'intéresse, ça l'interpelle, il commence à peindre. Finalement, maintenant il expose et son galeriste, Marco Dionisi, il dit en fait que sa pratique artistique l'a carrément sauvé. Il déclare, lui carrément, c'est une belle histoire de peinture avec une véritable rédemption sociale et morale. Il a commencé par peindre, la peinture l'a aidé à se sauver sur le plan moral, puis il s'est mis à collaborer avec la justice. Et effectivement, en 1991, il décide certainement... vraiment, enfin, le poids de ses péchés finalement commence à lui peser et il décide de collaborer avec les juges et il devient ce qu'on appelle un repenti. Mais là encore, c'est pas un repenti lambda, c'était pas un condamné lambda, mais c'est pas non plus un repenti lambda. Il est cité comme le premier mafieux à parler de lien entre la Corse, enfin entre la Corse, n'importe quoi, entre la Cosa Nostra et aucun lien avec la Corse. On en saura des choses. Révélation ce soir. Pas du tout. Entre la Cosa Nostra et les politiciens italiens. Voilà, ça évidemment, c'était quelque chose qui était très très lourd. Il va aider à faire comprendre le contexte de l'assassinat des juges Falcone et Borsellino. Et ces déclarations vont aider à l'inculpation de hautes personnalités. Et puis carrément, ça va conduire un procureur à se suicider. Les gens étaient extrêmement corrompus. Il a vraiment mis le doigt dessus, il a montré les choses et c'était... finalement, ça a fait un petit peu un carnage aussi, mais bon, c'était pas évident. Voilà. Alors, heureusement, côté peinture, c'est plus serein. Beaucoup plus. Son univers artistique est plutôt calme. Il peint surtout des images simples et colorées de Palerme. On a dû voir son portrait apparaître. Évidemment, il cache son visage parce qu'en tant que repenti, je pense qu'il a encore quelques contrats sur sa tête. Donc sa peinture est plutôt calme. Et quand dans certaines toiles, la ville de Palerme est surmontée d'une pieuvre. Cette pieuvre qui évidemment voilà, symbolise la mafia. Et on la voit rentrer un peu dans toutes les maisons, s'insinuer partout. Et grâce à la peinture, donc sa vie, lui, a vraiment littéralement changé. Mais on parle de repentir chez lui, on parle de rédemption. Il y a une espèce de côté, de dimension un peu mystique, qui explique mon t-shirt. Tout cela est très, très important. Mais ce qui est important, ce qui va vous toucher, Céline, c'est qu'il a aussi choisi de témoigner auprès des jeunes et justement de leur expliquer que la voie de la mafia était plutôt sans issue déjà et puis d'une violence extrême et pour eux et pour les gens qui pouvaient l'entourer. Alors moi, je voulais simplement vous demander, du coup, puisqu'il aide, si on pouvait faire un parallèle aussi avec l'art-thérapie, finalement, qui utilise l'expression artistique plutôt comme exutoire. Là, qu'est-ce qui fonctionne? C'est le moyen d'expression qui permet de dire des choses qu'on n'a pas réussi à dire ou c'est l'exutoire?
La question n'aura pas de réponse. En quelques mots. En quelques mots, oui, les deux en fait. L'art-thérapie est un moyen de débloquer des mécanismes. Après, c'est aussi l'intervenant qui fait beaucoup de choses. C'est pas seulement la technique, c'est aussi la volonté de l'intervenant. Merci infiniment, mesdames, d'être venues. Merci Marie-Jo. Merci Vanina. On a hâte que vous fassiez de nouvelles découvertes. Merci infiniment Céline. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, en direct ou en replay. C'est à vous de choisir votre écran, puisque le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao.